Salut à tous, c'est le podcast numéro 5 Fight Time. Je suis avec Samuel Monin, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Aujourd'hui, on va décortiquer l'UFC 232. On va commencer tout de suite. Bien tout le monde. Yes. Donc c'est BJ Penn. Ouais. Ancienne légende quand même. Contre Ryan Hall, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ryan Hall, c'est un peu le... fait partie des... Je crois qu'il est américain, non, Ryan Hall? Ouais, il est américain. Ouais. Et c'est le premier de ces Américains qui arrivent à rivaliser avec la ceinture noire brésilienne en Jiu-Jitsu brésilien et qui, je pense, justement, vite fait on en débattait hors micro, mais pareil du fait là, de tout ce qui se passe, moi je trouve qu'il y a là, depuis un certain temps, il y a un peu une révolution dans le grappling, quoi. Ouais, niveau clé de cheville, tout ce qui est jambes. Et ouais, là, il y a quand même l'équipe Adanaher, tout ça et tout, ils sont en train de révolutionner un peu le jeu. Hein. Là, c'est Morpheus, c'est plus ou moins le mec. Hein. Il appelle The Wizard, c'est ça, ouais. Le sorcier. Ouais, le sorcier, ouais, c'est tombé, ouais. Bah, on part tout de suite, c'est... voilà, on est à 4 minutes 30. Ah, bah là, c'est un clinch, hein. On voit Ryan Hall qui est à l'aise, hein, quand même. Alors qu'en face de lui, il y a quand même un mec comme BJ Penn qui a quand même une très 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 bonne ceinture noire. Hein. En plus. C'est pas... c'est un mec... Il y en a qui diront qu'il a de l'âge maintenant. Mais ouais. Ça ne change rien, je pense. Ouais, mais attends, mais après en plus... quand même, tu sais que c'est le mec, le premier non-brésilien qui a gagné un championnat du monde. Ouais. Il a eu sa ceinture noire en 4 ans et demi, je crois. Ouais, c'est peu. Ouais, c'est énorme. Il faut en moyenne 9-10 ans pour l'avoir, pour quelqu'un de normal, on va dire. Puis il boxe bien hein, à la base. Hein. Après ouais. Je pense que c'est un mec qui a pas été vraiment tout le temps sérieux à fond. J'avais vu un truc, un reportage à l'époque quand il combattait contre Georges Sapir, c'était trop marrant. Le mec, il avait pris, dans sa préparation, il avait pris une semaine off. Une semaine complète off. Il se baignait dans la piscine, il voulait rien faire. Dana White, il avait pris l'avion et tout, il avait pété les plombs et tout. Trop... Ah, des anecdotes. Là, il essayait de partir sur la De La Riva, mais BJ Penn, il connaît trop, là, il se laisse pas faire. C'est ça. Et il connaît son jeu, il sait qu'il va... Tout le monde sait qu'il va attaquer les clés de cheville, c'est ça le pire. C'est que même si tu sais que tu vas te faire attaquer, tu te fais attaquer quand même et tu n'as pas de moyen de défendre. Bah, le problème, c'est que si tu n'as pas beaucoup travaillé les défenses à fond de tout ça et trouver un jeu pour contrer ça, quoi, en fait. Parce qu'en fait, là, ce que je pense qu'il veut, BJ Penn, c'est plutôt lui casser la gueule, hein, en fait. Donc là, on a parlé ça tout à l'heure. Il le déstabilise un peu tout le temps en tapant haut, en bas, en haut, en bas. Après, elle est marrante, à la garde de Ryan Hall, on voit que c'est pas... c'est pas conventionnel du tout. Ouais. Je pense pas que ça soit un très bon boxeur, j'en sais pas. Je suis pas assez bon boxeur pour pouvoir le dire d'ailleurs. Donc là, voilà, ça je pense que c'est un coup de taekwondo, ça, c'est quoi? Ouais, c'est un peu ce qu'il faisait au Ryan Hall, justement. Ah ouais. Les retourner comme ça. Avec le talon, hein. Ouais. Voilà, la distance, il plonge dans les jambes. Il part en clé de cheville et BJ Penn il tourne dans le mauvais sens, donc ça accentue la clé de cheville. Vite fait, j'avais vu une interview de Ryan Hall sur ça, il expliquait un peu qu'en fait, si tu peux mettre un peu, voilà, image par image. On va remettre. Ouais. Et un peu sur pause. On va essayer d'expliquer vite fait cette phase. Donc là, on est là, hop. Il tente un coup de pied un peu. Il sait pas trop si ça va venir d'en haut ou d'en bas, et du coup, c'est ça qui le déstabilise et qui... Je vais essayer de mettre pause au bon moment. Donc là, il met un kick en bas. Ouais. Et il plonge. Et il n'y a pas eu de temps entre le kick et le moment où il a plongé. Ouais. C'est vraiment instantané. Et puis je pense aussi que la manière dont il plonge, c'est pas une manière conventionnelle, tu vois, pour BJ Penn, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui plongent comme ça en MMA. Avec la tête là, avec la première, tête comme ça sur le dos. Mais c'est tellement rapide. C'est tellement rapide et tellement travaillé plein de fois que ça va trop vite. Vas-y, appuie sur pause. Vas-y, là, on voit encore un peu. La jambe gauche, c'est ça, c'est la jambe gauche qui vient se placer derrière pour crocheter. Attends, ouais, gauche, ouais, exact, ouais. Et en fait, il veut juste attraper la jambe gauche de BJ Penn, voilà. Il va fermer le triangle là.
Ici. Ouais, il va fermer triangle avec sa jambe gauche, avec la jambe droite. Il attrape l'autre jambe pour le faire tomber, pour pas qu'il puisse partir. Parce que s'il contrôle pas ça, peut-être c'est un peu plus dur. Là, on voit le talon et la jambe déjà qui sont pratiquement qui sont super bien placés. Voilà. Et là, le maintien est parfait, quoi. La position. Ouais, ben, il a l'habitude. On voit. Attends, stop. Attends encore un peu, avance un peu. Voilà, là, on va voir qu'en fait, BJ Penn, encore un peu. En fait, il veut kicker en fait pour enlever le bras au départ. Et je suis pas sûr que ça a été la bonne stratégie. Après, il a tourné dans le mauvais sens. Suite, ouais, on a avancé un peu trop, mais position. Voilà. Mais là, en fait, on sent la douleur sur. Franchement, c'est une des clés les plus dévastatrices, hein, parce que en fait, c'est une clé de talon, mais en fait, ça te pète les ligaments du genou, parce que ça tord le genou en fait, complètement. Et c'est tellement douloureux qu'en général, t'as pas le temps de taper, tu cries quoi. Il a lâché tout de suite. Voilà. Mais bon, il a pas fait son roussinage. Voilà. Mais tu vois, pour te dire quand même que je pense qu'en jiu-jitsu brésilien, moi j'aime beaucoup un jiu-jitsu brésilien, je kiffe, hein. Mais je trouve que franchement, il faut faire attention que ça devienne pas trop sportif, parce qu'à la base, enfin, que ça devienne sportif, mais je veux dire par exemple en ceinture noire, on pourra remettre les talons en kimono. Mais parce que ça fait partie, c'est un sport de combat là-bas, c'est fait pour apprendre à se défendre, quoi. Donc, et puis une ceinture noire, c'est quelqu'un qui sait qui est censé savoir. Moi, j'aurais dit même un marron, hein, limite, un violette marron, tu sais ce que tu fais, hein. Ouais, parce que franchement, maintenant, tu vois comme on en parlait, l'équipe Adanaer, tout ça, ils sont arrivés. Ce que je comprends pas aussi, c'est cette liberté qu'il y a dans les règles du no-gi et cette restriction qu'il y a dans le gi, quoi. Et c'est souvent ce qui empêche les gens de s'accrocher plus au no-gi. Au gi, tu veux dire, au kimono. D'aimer plus faire le no-gi avec le gi, parce qu'à la fin, t'as moins de restrictions quand tu fais du no-gi. T'as plus de liberté, t'as plus de chances d'exprimer, quoi. Exactement. Puis non, mais ça c'est sûr, hein, franchement. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, t'as beaucoup de tournois aux États-Unis, beaucoup de tournois de no-gi, qui en plus ils viennent de la lutte, mais je veux dire, quand même, moi je trouve que tu vois, ils voulaient kicker avec sa jambe, tu vois. Mais bref, moi je trouve que franchement, ils ont quand même, comme je le pense depuis longtemps, c'est super bien et tout, mais faut faire attention que ça ne devienne pas sportif, comme par exemple, peut-être je crois que c'était le karaté qui était. Ouais. Ou la capoeira c'était super efficace à la base et puis c'est devenu un peu plus dansant, enfin un peu moins dans l'efficacité, on va dire. Il faudrait durcir les règles un peu. Non, mais par exemple, remettre les clés de talons en ceinture noire en kimono, tu vois, et je trouve que ça serait important parce qu'en fait, tu pourrais pas faire tout à fait. Il y a plein de choses que tu pourrais ne plus faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, après, c'est mon avis, hein, mais je trouve que, voilà. Et en ce moment, il y a beaucoup. Un mec comme Gordon Ryan, des mecs, les mecs, Greg Jones, les mecs, ils ont que, enfin, ils ont pas que ça, mais je veux dire, parce que ça serait, putain, je peux pas dire ça, c'est de la folie de dire ça même. Mais je veux dire, ils sont arrivés avec ce système de clés de cheville, clés de talons, clés de genoux, tout ça et tout, et ils ont déstabilisé des champions du monde en kimono noir qu'on pensait qu'ils pouvaient perdre contre eux, tu vois. Et je pense que c'est important quand même, hein, tout ça. Faut pas dénaturer, c'est un sport de combat, tu vois. À la base, c'était pour faire du MMA, pour évoluer, pour faire du MMA, le jiu-jitsu brésilien. Et il faut quand même pas oublier ça complètement, quoi, en fait. Parce que dans les MMA, il y a des clés de talons. Arts martiaux quand même. Voilà. Dans les MMA, il y a des clés de talons. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, je trouve que ça fait partie. Moi, tu vois, j'arrive en ceinture noire et je fais un petit chewing-gum à mon pote Fred. Moi, j'arrive en ceinture noire, tu vois, et je fais tout. Alors, moi, je faisais beaucoup de clés de genoux quand même, mais là, je suis obligé de retravailler plein de nouveaux trucs par rapport aux clés de talons, parce que c'est trop important. Pour moi, c'est trop important, mais tu sais qu'à la CFJJB, la CFJJB, en no-gi, enfin les BGF,
la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien. Même en nogi, t'as pas le droit au clé talon. Donc là, c'est Carlos Condit contre Michael Chiesa. Alors moi, je connaissais pas Michael Chiesa parce que faut être plus calé que moi en MMA. Il connaît tout le monde et il sait ce qu'ils boivent. Bref, etc. Je connaissais Carlos Condit parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup l'UFC, tout ça et tout. Et je le trouvais assez complet. Bah, il est complet, hein. C'est un très très bon Carlos Condit. Mais ouais, l'évolution du grappling là. Du MMA en général, du MMA. Hein. Bah, là pour Chiesa, c'est le grappling particulièrement plus que le stand-up, hein, plus que debout. Ouais. Ouais, le grappling de Chiesa. Là, déjà, il y a un bon contrôle de lutte, on voit. Ouais, c'est vrai que niveau lutte, il est au-dessus de Condit aussi. Il a jamais été très très bon en lutte. Hein. Je pense qu'au niveau puissance, parce qu'il y a un truc aussi qu'on peut pas, souvent quand quand on voit le champion de cette catégorie, c'est Tyron Woodley. Ouais. Et quand tu vois ses amenés au sol, voilà, quand tu vois les amenés au sol de Condit, c'est pas les mêmes. C'est ça. Mais je veux dire, tu vois, il y a un truc qu'on peut pas vraiment aussi estimer, je veux dire, quand on commente comme ça, ou c'est la puissance du mec, en fait. Parce qu'on peut pas, tu vois, on peut pas la sentir, la puissance. Non. Parce qu'il y a des fois, moi j'avais lu par exemple que John Jones, il était hyper puissant, et tu peux pas vraiment le voir. Bon là, il y a un travail là il finit en leg drag. Mais c'est très joli. Après c'était très beau là en grappling et tout. Mais après, ce serait présumé à moi de dire que des trucs, mais moi je pense que quand il a le bras tête, tu vois, il y a une occasion aussi là de peut-être finaliser. Il lâche pas son underhook, qui est ça toujours. Ah là c'est le travail de lutte debout, il a l'air bon, hein, l'autre là debout. Ah, c'est dangereux hein, quand tu te fais bloquer le bras comme ça. C'est sur les clinches souvent qu'il se fait emmener au sol. Ouais, faut faire attention là. Et encore. Il l'a amené au sol. Et il a pas trop utilisé d'énergie pour l'emmener au sol, c'est ça le pire. Ça c'est important. C'est qu'il a utilisé le moment, l'équilibre. Il lui attaque une Kimura, mais bon, il est obligé de la relâcher parce qu'elle est pas. Il est trop loin quoi. Donc Chiesa qui essaie de passer. Ouais, il essaie de passer à demi-garde. Il y a un bon contrôle quand même, qu'on dit avec le pied droit sur la hanche comme ça. Bon là ça commence à passer. Il reprend une jolie garde. Là ça travaille bien, mais par exemple en MMA, la garde fermée c'est compliqué parce que si le mec il arrive à se décoller, souvent c'est dur de le garder vraiment collé. Ouais, là Chiesa il veut pas rester en garde, hein. Il veut pas rester dans la garde fermée. Souvent il y en a, il profite de ce moment, il reste, ils essaient de mettre des coups, mais là lui ce qu'il veut c'est passer. Hein. Son but c'est les coups qu'il met c'est uniquement pour passer de ce que je vois là. Et qu'on me dit il veut pas le laisser passer, hein. Dès que ça ouvre il referme sa garde. Ouais bien sûr. Hein. Mais après je pense que quand même il y a vraiment un travail de sap, mais c'est vrai que tu vois quand tu vois vouloir lever la jambe c'est pour passer à chaque fois. Après il a l'air un peu plus gros que lui aussi, hein. Il a l'air d'avoir un peu plus de masse. Mais je trouve que c'est qu'on dit la clé de bras. La clé de bras elle est belle. Après là le problème c'est que là il faut avoir les genoux vraiment serrés, tu vois, croisés là comme ça. Moi je pense que c'est pas le maintien du bras, toi tu dis, c'est plus les jambes qui ont fait qu'il a lâché cette clé. En fait dès que tu croises, en fait tu mets plus la pression sur la tête qu'il avait au départ. D'accord. Avec sa jambe gauche il mettait une pression sur la nuque. Et quand tu croises comme ça et que le mec il est au-dessus, c'est justement ce qu'on t'apprend tout le temps, c'est de pas croiser. Il faut serrer les genoux et surtout rabaisser les talons vers le bas pour mettre la pression avec les mollets sur la tête et sur le dos. Là, super amené au sol aussi. Et là, il a l'avantage grave en lutte. C'est son premier combat dans cette catégorie qui est ça. Donc il a plus la perte de poids qu'il avait avant. Donc il y en a beaucoup qui disent que c'est pour ça qu'il a bien performé sur ce combat. Et il a eu plus d'énergie, je pense. Ah ouais, il est plus endurant, plus de masse. Et là, il a l'air un peu plus lourd. Là, il aurait pu prendre le dos. Quelques kilos, hein. Et il le prend presque. Presque. Mais il y a un petit temps de retard, vite fait. Mais après... il attaque sur une belle clé de cheville, Condit, quand même. Il a bien fait ça. Il garde bien le pied droit aussi, l'autre, il tourne. Après, le problème, c'est que là... En plus de tout, t'as des coups dans la gueule. Hein. Là, on va en voir deux, il me semble. Boum, et d'un, et de deux.
tu vois, donc là, t'es obligé de te rasseoir, prendre un peu de distance. Ah, et le fait de prendre ses coups, ça... T'as plus le même maintien, t'as plus les mêmes positions, Puis ça glisse, hein. En plus. Il essaie de partir sur une guillotine, mais il la lâche tout de suite. Bah, l'autre, il se relève, ça va. Bah là, le problème, c'est qu'il arrive... Ouais, mais là, il arrive, en fait, il a les hanches au sol, en fait. Les fesses au sol. Bon, ça finit, mais il peut plus se relever, en fait. Il peut plus... On va passer direct au round 2. Hop, le deuxième round. Il est déterminé quand même, qu'on dit. Il a l'air déterminé. Après, comme tu dis, hein, c'est vrai qu'il a l'air un peu plus fin. Ouais, il est un peu plus grand aussi. Ouais. Mais je trouve qu'Essa plus massif quand même. Il prend quelques coups quand même. On sent qu'il y a quand même une petite différence dans les coups quand même, et des coups. Ouais, Candy était quand même plus précis. Candy était quand même plus expérimenté debout, ça c'est sûr. Non, moi je trouve que justement les coups ils sont plus. Ils sont plus lourds. Plus lourd, voilà, exactement, c'est ça. Exactement. Mais je pense quand même que... L'autre, il est précis, mais on dirait qu'il lui fait pas mal, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il pourrait le frapper pendant tout le round, que ça lui ferait pas mal, en fait, vraiment. Il y a eu une jolie emmenée au sol. Ouais, t'es magnifique. Un travail de Kimura, c'est ça? Ah, voilà. Alors là, c'est... Sur la fin, il a poussé sa Kimura très loin et il lâche... Et il tend son bras. Ouais. Ouais, incroyable. C'est rare de voir cette soumission. J'avais jamais vu, moi. Je vais remettre un peu. Déjà là. Qu'est-ce que tu aurais fait pour pas te faire prendre dans cette Kimura ici, par exemple, à ce moment? Bah déjà, avant toute chose, serrer les coudes, serrer le coude gauche contre le corps. Donc là, son erreur, ça a été de laisser son bras un peu ballant. À mon avis, il a dû un peu ouvrir son coude, tu vois. Et là, l'autre, il peut pas. Mais après, comme je te dis, c'est en MMA, il y a des coups, donc t'es obligé de réagir au coup, quoi, en fait, tu vois. Quand il lui met des coups dans la jambe. Et là, on voit Condit qui est prêt à taper ou qui tape déjà. Non, ah non, il pose juste. Bah là, il est prêt à taper, je pense, hein, parce que là, l'épaule, elle est quand même. Il a la main. Il avait la main prête à taper. Puis il est souple, hein, Condit, hein, parce que si t'es pas souple, moi, si tu me fais ça, tu me pètes l'épaule, franchement. Là, déjà, c'est fini. Ouais. Dur. Et voilà. Mais c'est là aussi que tu vois, je veux dire, il y a quand même, je pense, comme je te dis, on peut pas le sentir nous, mais la puissance, parce que quand même pour... Bon, d'accord, le bras il est pris comme ça, mais après, pour le tendre comme ça et le finaliser, enfin, je veux dire... On se rend pas compte. C'est à une main quand même, bon, tu me diras, c'est une main contre une main, et l'autre, elle est pas dans la meilleure position pour... Mais quand même... Il faut tourner avec la personne pour se rendre compte vraiment. En tout cas, belle finalisation, moi j'avais jamais vu. Bon, ça, franchement, c'est un combat de fou. Hein. Moi, Fouad, il m'en avait parlé. Et franchement. Il n'y a pas de jiu-jitsu dans ce combat, par contre. Ah, mais là, j'ai halluciné. Hein. J'ai halluciné sur le combat. On y est presque. D'ailleurs, pour moi, c'est le plus beau combat de la soirée. Ouais, c'est très précis. Souvent, Joe Rogan il dit qu'elle touche avec le bout de ses coups. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence avec elle. C'est sa précision et comment elle finit son punch, quoi. Qu'elle touche vraiment avec le bout à l'extension totale. Et ses épaules aussi, c'est pas mal. Cyborg, c'est un sacré... même Nuno Gomez, là. C'est un sacré morceau. Elle est montée en catégorie. Elle a dit qu'elle voulait le faire proprement, qu'elle voulait prendre le temps. C'est pour ça qu'elle n'a pas combattu avant. Et franchement, ça vaut le coup. Quand ça va vite. Et elle l'a dit dans son interview dès le premier low kick, le calf kick justement là très bas. Ah ouais, c'est vrai qu'elle en met une belle. Hein, elle a mis direct un gauche-droite qui a déterminé le match, on va dire. Et direct, elle a mis toute sa puissance dans le crochet du droit qui va tomber à genoux. C'est très très précis. Les quatre derniers coups qu'elle met, c'est de la précision chirurgicale. Des bombes. Voilà. En même temps, elle a des épaules de quarterback. Et particulièrement la dernière, comme on disait, un marteau. Un marteau, la tête a vibré. Ouais, mais en plus, elle attrape bien à tempe. Hein,
C'est une puissance comme ça, en plus pour tomber Cyborg, qui est quand même résistante. Et plus costaud que Dana White. Ouais. Oh bordel, putain. C'est impressionnant. Pour un combat de femmes, c'est impressionnant. Ah, c'est franchement. Arriver à ce niveau techniquement et physiquement, c'est très très fort. Ah, franchement. Chapeau. Ouais, donc Amanda Nunes. Oh putain, il fait flipper lui derrière. Donc on en est au dernier combat pour ce podcast numéro 5. Fight Time. C'était un beau combat ça aussi. Hein. Alexander Gustafsson contre John Jones. On va mettre directement au deuxième round. Qu'il est malin, c'est John Jones, franchement. Moi, je vous le dis. Donc, il s'est pas fait beaucoup toucher pendant ce match. Hein. Moi, ce qui m'impressionne, c'est revenir de combien, 1 an, 2 ans de suspension, 1 an et demi. Et combattre direct pour la ceinture. C'est incroyable. Rien que ça, d'ailleurs. L'autre, il a combattu 2-3 fois dans l'année. Le dernier match contre Teixeira, là, quand il lui met des hypercuts, c'est chaud. C'est impressionnant. Après, il boxe bien, Gustafsson, mais tu vois... Il a été très, très stratégique là, sur ce qu'il fait pour finir John Jones, l'amener au sol. Et moi, je trouve, en fait, dans le combat, je trouve que John Jones, il bloque super bien tous les petits coups, toutes les gauches-droites. Ouais, il l'a dit, je me suis pas fait toucher pendant le match, il n'y a rien qui m'a déstabilisé, j'ai toujours tout vu. Il lui rend la monnaie de sa pièce, là, il lui a mis le doigt dans l'œil. Pour toutes les fois, il lui met bien en plus, hein, on le voit. D'un côté, il se plaint pas, hein, c'est ce qu'il fait tout le temps. Il s'en fout, lui. Tout va bien. Moi, il m'impressionne, hein, ce mec, quand même. Je veux dire, même, tu sais, au niveau du focus, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde pense que... Mais c'est vraiment des... Pour moi, de toute façon, faut être spécial déjà, mais là, lui, c'est vraiment quelqu'un de spécial parmi les gens spéciaux. Il a un talent particulier. Parce qu'il est jeune, hein, il est champion depuis qu'il est... 20 ans, jeune, hein. 20 ans, le plus jeune champion UFC, quand il a battu Shogun. J'imagine le mec, le focus, t'as tout gagné, tu reviens, tu peux quand même encore gagner. Franchement, on peut ne pas l'aimer, mais moi, c'est les mecs... On est obligé d'admettre... Il a battu tous les forts. Tous les mecs super forts, il les a battus. Il a jamais perdu, hein. Là, sa seule défaite, c'est contre Matt Hamill. J'avais vu, mais bon. Il s'est fait disqualifier, mais il gagne le match. C'est ça. Matt Hamill, il est par terre en sang, il a les yeux, il a les yeux pleins de sang, quoi. Avec des choses comme je me rappelle. Et il s'est fait disqualifier parce qu'il a mis des coups dans le mauvais sens, mais c'est du blabla, quoi. Il a clairement gagné ce match, donc pour moi, il n'a pas de défaite, quoi. Ouais, c'est clair. Gustafsson qui essaye quand même de faire ce qu'il faut, quoi. Il le touche pas grand, il le touche pas souvent. Regarde, franchement, il le touche. Pourtant, Gustafsson est passé sur tout le monde, donc c'est vraiment du haut niveau, hein, et Jones prouve qu'il est encore au-dessus, quoi. Je pense que c'est le champion incontestable depuis. Hein. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vu que c'est 5 rounds et que la dernière fois ils ont fait 5 rounds, Gustafsson n'a pas voulu tout mettre d'un coup. Moi, je trouve... tu sais quoi, ça me fait penser à un chat sans griffe. Ouais. Mais des coups sans... Non, mais tu vois, il essaie de mettre des coups, mais il touche pas, il sait qu'il touche pas, il a pas la solution vraiment. C'est déstabilisant, hein, combattre contre un mec... Putain, sur 100 coups, tu touches 2 fois, et 2 fois, tu fais pas mal, quoi, tu le sais. Regarde bien. Il a pas mis un uppercut dans ce match, j'ai l'impression. Non, regarde. Gustafsson. Et pourtant, c'est son arme de prédilection. Mais je laisse pas. Hein. Tu sens que quand Jones il le touche, il le fait mal, tu vois, un peu. Enfin, il le déstabilise, tu vois. Mais regarde Gustafsson. Il a souvent cette main devant qui garde la distance. Même quand il met des kicks. Regarde, il le touche pas. Et là, il commence à toucher sa cuisse déjà.
Ça, c'est la façon dont il va l'emmener au sol. Il lui touche la cuisse, là, on le voit. Ouais, et comment juste, il lui touche. Le feinte, hein. Ouais, c'est très malin, quoi. Parce que du coup, il se méfie plus, Gustafsson. À chaque fois qu'il le touche comme ça, à un moment, il se dit, ouais, il va me toucher, alors qu'au final, il descend. En fait, à la fin, il sait plus même. Ouais. Et le temps que tu sais plus, t'as déjà un temps de retard. Ouais, c'est le mec cerveau, le temps qu'il... Parce que le mec, lui, il sait ce qu'il va faire, et c'est... Il y en a un qui disait ça, je crois que c'était Dominique Cruz, c'était... le but, c'était de rendre le cerveau de ton adversaire tellement plein d'informations qui sait plus quoi faire à ce moment-là, au moment où toi, tu veux faire ce que tu veux faire. Exactement, ouais. Franchement, c'est pas mal dit, ouais. Moi, je trouve que, tu vois, dans ce combat, de ce que je vois et tout, John Jones, le truc là, c'est que il est jamais touché, il est jamais en danger, en fait. Et au final, quand lui il touche, il déstabilise. Là, un joli petit crochet du gauche. Je crois qu'à un moment, il le touche un peu vite fait, non, Gustafsson? Oui, il lui a mis deux, trois petits coups, mais rien de bien dangereux. Alors qu'il a déjà l'œil un peu amoché, Gustafsson. Ouais, la frustration que ça te fait. Et là, il est plus sur la défensive, Gustafsson. Et on le voit, il twitch. On va remettre... ouais, c'est pas mal avec... On va remettre avec la main qui touche. Ouais. Voilà, c'est là. La première fois, la main touche la cuisse. C'est assez beau, ça. Et après, il le laisse avancer, et bam, il le jette. Il lui donne confiance. Voilà, écoute, là, je pense que ça a déjà... Parce que là, il sait même pas se passer à demi-garde pour l'instant. Juste les coudes. Ouais. Gustafsson essaie de l'écarter. J'ai l'impression qu'il y a une pression, John Jones, parce que quand il est au-dessus comme ça, regarde, tu vois le contrôle qu'il a. Il le met à plat direct. Ouais, et l'autre il est en dessous, et tu vois que l'autre, regarde. Et je suis sûr qu'il doit avoir une puissance ou un truc. Parce que c'est pas possible de le garder à plat comme ça. L'autre il essaie de tourner, mais tu vois qu'il galère pour tourner, quoi. Là, il se remet un peu sur le côté quand même. Ouais, mais il galère, tu vois, regarde. Il arrive pas à... Le début de la fin, c'est dès qu'il lui passe la garde, il se met... Après, faudrait peut-être décaler les hanches, mais est-ce que tu peux décaler les hanches quand tu prends des pains dans la gueule? Là, il a déjà un moment d'avance sur lui. Hein. Il a voulu partir de l'autre côté, il a écarté avec sa jambe, avec la jambe droite de Jones. Là, il est passé tellement simplement. Parce qu'il contrôle le bras avec la jambe, en fait, et l'autre est focalisé sur le bras, regarde. Et il tend la jambe sans faire exprès. Il voulait pas laisser prendre le bras-tête. Et lui, il sent de suite. Mais regarde, quand il fait ça la première fois, l'autre il est déstabilisé. Et là, il essaie de passer le crucifix, et Gustafsson défend bien. Mais Jones garde le bras derrière la nuque pour l'empêcher de tourner. Et là, Gustafsson, il fait un truc qu'il faut pas, c'est ça? C'est tourner son bassin? Non, c'est pas... En fait, là, c'est déjà un peu... En fait, c'est John Jones qui joue bien le coup pour moi, parce que dès le départ, il lui met le genou, là, déjà, pour l'empêcher de rouler complètement, et lui commence... Tu parles du genou gauche? Non, le droit au départ, au début, c'est le droit, tu vois. Et il empêche de rouler complètement, en fait, de se tourner complètement, voilà. Là, il lui passe la garde, hop. Et là, c'est le genou droit regarde le droit. Hop, quand il tourne, voilà le droit, bam, tu vois, il le met là. Et là, il peut plus tourner, en fait. C'est pour ça qu'il veut le pousser. Et en le poussant, l'autre, il va passer de l'autre côté, tout simplement. Mais regarde, et le bras gauche, il a commencé, comme on disait, à Nelson. Alf Nelson, là. Et il a contrôlé à la tête. Donc là, en fait, il peut déjà passer pratiquement dans le dos, en fait, tu vois. Il a juste à faire un step de l'autre côté avec sa jambe droite, et il a déjà... Surtout que lui, en plus, Gustafsson, il continue à vouloir tourner vers ici. Donc l'autre, il va passer de l'autre côté. Il profite de cette situation pour le mettre en situation difficile. Ah bah, de toute façon, c'est le jeu, hein, mais... Et là, il passe aussi simplement qu'il a passé la garde. Bah forcément, parce que comme je te dis, lui, en dessous, il essaie de tourner vers lui. Et l'autre, il veut passer de l'autre côté, donc forcément, c'est encore plus facile.
quand t'obliges ton adversaire à faire ce que tu veux. Donc là, par contre, il cherche pas à étrangler, il veut mettre juste des gants. Moi, je pense que s'il pouvait étrangler, mais je pense qu'avec les gants de MMA, c'est pas évident. Là, dès qu'il a eu un peu d'espace, qu'il a lâché les mains... Tu sais que moi, par rapport au jiu-jitsu que j'ai appris, tu vois, je veux dire, quand tu te retrouves dans le dos comme ça, les étranglements, c'est bien beau, mais pourquoi faire quand tu peux mettre 2-3 droites mais là, c'est fini très vite, hein, Bah ouais. Et il a mis des gros coups, quoi. C'est parti de très haut avec du poids. Et même s'il ne met pas KO, il va tellement le secouer, en fait, qu'il pourra facilement l'étrangler après aussi, tu vois. Dans un combat de rue, par exemple, on parlera, tu vois, quand tu veux pas faire trop de dommages. C'est ça que tu veux pas... Ouais, mais il faut éviter tout ça, mais bon. Donc voilà, on en est où? C'est fini, ça y est? Ouais, ça y est, on a fait le podcast numéro 5. Bon, écoute, hein. C'est cool. J'espère que vous avez kiffé, nous on a kiffé. Pour moi, ça faisait un moment que j'avais pas vu un UFC là. Moi j'en loupe pas, donc... Bah franchement celui-là était bien cool, hein, franchement. Mais là maintenant qu'il passe sur ESPN, ça va passer à un autre niveau, quoi. On va voir des productions comme à la NBA. C'est sur ESPN maintenant. Ouais, maintenant c'était le dernier. Là, ce qu'on vient de voir, c'était le dernier événement sur Fox. D'accord. Donc là, il passe au niveau supérieur, ça va plus être la même. Ça va être vraiment encore plus gros. C'est un truc de fou. De toute façon, franchement, moi je vois le MMA comme l'évolution ultime des arts martiaux. Après, la solution d'après, c'est de mettre des gens avec des couteaux et des sabres. Je veux dire, mais sinon... M1, ils l'ont fait. Hein. Tu rigoles, M1, ils l'ont fait, les Russes. Ils ont fait quoi? Les trucs avec les épées, les armures. Ah non, mais imagine, là, non, mais je veux dire, là, c'est le truc ultime, quoi. Je veux dire, au niveau... Là, t'as tout, en fait. T'as le pied-point, t'as tout. Même si, maintenant, je trouve que... Bah, quoique là, regarde... Des fois on dit ouais l'UFC il y a moins de sol, il y a moins de trucs et puis après tu tombes sur des UFC où il y a beaucoup de sol. Après je crois qu'il y a une grosse partie de lutte parce que regarde quand tu regardes le combat de Condit, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de lutte. Le problème c'est que le jiu-jitsu, moi je viens du jiu-jitsu et tout et bien sûr c'est efficace, au contraire sinon j'aurais pas fait ça tout ça et tout. Mais je veux dire sur le dos, quand tu prends des coups, eh ben c'est pas aussi facile de finaliser si t'es... En plus, si à la base t'es pas un vrai jeu qui fait des compètes, qui est à haut niveau. Enfin, la pression. C'est vrai, c'est pas forcément évident. Je veux dire, vaut mieux être au-dessus. Hein. Dans un combat, peu importe, vaut mieux essayer d'être au-dessus. Hein. Et du coup, la lutte. Et le problème, c'est que forcément, si tu luttes, si tu sais pas lutter, tu sais pas faire tomber quelqu'un. On n'a pas ce délire comme les Américains où on a des clubs de lutte de partout en France. Ouais, après tu peux toujours trouver. Mais c'est pas aussi. Aux États-Unis, ils ont la lutte à l'école. Ouais, mais tu peux. Pareil. Tu vois, le truc est. Oui, bien sûr qu'il y aura toujours. Ça nous fait pas de mal, hein. Aujourd'hui, tu mets la lutte à l'école en France. À la place de la flûte ça endurcit tout le monde, hein. Bah ouais, ça endurcit tout le monde. À la place des heures de flûte à con là, pendant des années. Tonton. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais voilà, quoi, au niveau lutte, par exemple, qu'on dit, tu vois, le problème c'est que si tu peux pas faire tomber le mec et être un peu au-dessus, et ben putain, tu fais que subir tout le combat, et puis au bout d'un moment, quand tu prends des coups, l'autre arrive à trouver l'ouverture. Carson Gracie il disait quand je mets un coup, le mec il devient ceinture marron, quand je mets un coup, un autre coup il devient ceinture jusqu'à blanche en fait, mais c'est exactement ça, parce qu'au bout d'un moment. Voilà, tu vois. Non, c'est vrai, on a vu des grosses ceintures noires se faire soumettre par moins fort parce qu'ils se sont pris des coups, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Ton cerveau il est UFC, au Pride. Bah, ton cerveau il réagit pas pareil. Yes. Bon ben voilà, hein. Merci à tous d'avoir regardé ça, j'espère que ça vous a plu. Dès qu'il y a un prochain UFC, on vous commande ça. Merci Sam. Ouais, merci à tout le monde, merci Fouad, comme d'hab. Super cool, à plus les gars. Big up. Peace.